Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La guerre se fait avec des armes, mais aussi avec des symboles. À défaut d'obtenir les avions de combat qu'il réclame, Volodymyr Zelensky a eu droit à tous les égards. Réception au palais de Westminster à Londres, entretien avec le roi Charles III, puis le Premier ministre Rishi Sunak. La deuxième étape de cette mini-tournée européenne l'a emmené à Paris hier. Visite et dîner à l'Elysée avec Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz. Au menu, les avions, encore et toujours. Arthur Delaborde. Avec sa tenue militaire kaki devenue emblématique, Volodymyr Zelensky remonte seul à pied la cour d'honneur de l'Elysée devant la garde républicaine et dès son arrivée aux côtés d'Emmanuel Macron et d'Olaf Scholz, il réclame des avions de combat et de l'armement lourd. Nous avons peu de temps. Nous avons besoin d'armes pour la paix. Tout en ne fermant aucune porte, le président français lui temporise sur cette question des armes. La Russie ne peut ni ne doit l'emporter. Aussi longtemps qu'elle attaquera, il sera nécessaire que nous poursuivions, adaptions, modulions le soutien militaire nécessaire à la préservation de l'Ukraine et de son avenir. Pas de réelles annonces donc, le but de cette visite est surtout d'ordre symbolique pour montrer sa proximité avec son homologue ukrainien. Emmanuel Macron le tutoie. Ton courage, ta lucidité et ton engagement impressionne. Sur le plan politique, la venue de Volodymyr Zelensky à Paris est importante pour Emmanuel Macron. Elle lui permet de se placer comme son interlocuteur principal au sein de l'Union européenne. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Le président ukrainien achèvera cette mini-tournée européenne aujourd'hui à Bruxelles. L'ordre du jour du sommet européen des 27 a été quelque peu bousculé pour l'occasion. Un discours très attendu de Volodymyr Zelensky devant les chefs d'État et de gouvernement. À Kiev, on espère et on attend un signe fort des Européens. Le récit de l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine, Nicolas Tonev. Oui, que cela soit dit en anglais. Vite, parce que le printemps va être compliqué pour nous. Ou en ukrainien. On n'a pas de temps. La préoccupation du moment ici, c'est l'urgence, ce sentiment qu'à l'heure actuelle, avec les très rudes batailles en cours dans le Donbass, tout ne tiendrait plus à nouveau qu'à un fil face aux armées russes. Le front qui semble dorénavant si fragile, le moral dans les tranchées consommées au fil des mois, la crainte prégnante d'une autre attaque massive qui viendrait du nord du voisin bélarus, la résistance passive en forme de pied de nez à Moscou, avec la capacité à garder les villes vivantes et animées à coups de générateurs au bruit infernal installés par dizaines dans les rues semble pourtant solide. Mais ici, les Ukrainiens font sentir dans les conversations ce ressenti particulier de doute et d'angoisse qui ressemble à celui de l'année dernière. C'est une question de semaines et non plus de mois pour nous aider à tenir tête et à repousser l'ennemi. Nicolas Tonev, envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. Les secours s'activent en Turquie et en Syrie pour retrouver des survivants prisonniers des décombres. Le bilan des 2 tremblements de terre dépasse désormais les 15 000 morts. La population turque très en colère contre un État jugé imprévoyant et désorganisé. Timide mea culpa du président Recep Tayyip Erdogan qui reconnaît des lacunes tout en fermant Twitter pour réduire la contestation au silence. Accès rétabli dans la journée, promet le propriétaire du réseau social Elon Musk. Venons-en à la réforme des retraites en France. Les débats s'enlisent à l'Assemblée dans un climat très tendu. Toujours pas le moindre article soumis au vote après 3 jours d'examen. L'hémicycle se déchire autour de la suppression progressive des régimes spéciaux. Tension partout, modération nulle part. La moindre attaque tourne au pugilat. Témoin la prise de parole de la députée LFI Ercilia Soudet, rapidement recadrée par la présidente Yaël Braun-Pivet. Chers collègues, êtes-vous orgueilleux ou êtes-vous des monstres? Vous nous parlez souvent de justice, mais que savez-vous de la justice sociale, fiscale, écologique? Que savez-vous de la vertu? Pendant que vous mettez du cœur à diviser les plus pauvres, vos amis les plus riches, les patrons du CAC 40 continuent de s'en mettre plein les poches et vous détournez les yeux. Est-ce juste et vertueux d'opposer les gens les uns aux autres en mettant en avant des privilèges imaginaires quand il en existe de réels que vous vous évertuez à masquer? Dans cet hémicycle, il y a des parlementaires qui ont été élus par les Français. Il n'y a pas de monstres. Nous avons tous la même légitimité et j'entends que chacun soit respecté. Voilà, échange musclé entre la députée de la France Insoumise Ercilia Soudet et la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet. Pas de débat sur les retraites aujourd'hui. L'Assemblée marque une pause à l'occasion d'une niche parlementaire consacrée à l'avenir d'EDF. L'exécutif, lui, espère toujours convaincre les Français des bienfaits de sa réforme. Elisabeth Borne et Gérald Darmanin attendus aujourd'hui dans le Nord pour parler retraite avec des salariés d'une usine de cosmétiques. Europe 1, il est 7h05. Faire gagner du temps aux médecins, c'est l'un des objectifs de François Braun, le ministre de la Santé, lance une expérimentation qui
déjà fait débat, la délivrance de certificats de décès par les infirmières libérales. Et jusque-là, seuls les médecins étaient habilités à signer le certificat de décès, document obligatoire pour l'organisation des obsèques. Le ministre de la Santé l'a donc annoncé hier au cours d'un déplacement à Valenciennes. Les infirmières libérales pourront s'en charger dans 6 régions test. Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans le Nord. Des certificats de décès signés par des infirmières, cela permettra, selon François Braun, le ministre de la Santé, de décharger les médecins d'un acte non rémunéré en journée pour lesquels ils sont de moins en moins disponibles. Il faut entendre les familles qui doivent patienter des heures avant d'avoir un certificat de décès, c'est tout à fait anormal. Donc je vais donner la possibilité aux infirmières de pouvoir signer ces certificats de décès. Bien sûr, c'est dans le cadre là aussi, idéalement, d'un exercice coordonné. Donc on est dans quelque chose qui reste quand même encadré, bien entendu. Réaction très sceptique du président du Conseil de l'Ordre des médecins du Nord. Le certificat de décès, c'est un acte médico-légal. Moi, en tant que médecin, je ne comprends pas qu'on puisse confier cette tâche à quelqu'un qui n'a pas la formation. Mais Jean-Philippe Platel qui considère qu'il vaudrait mieux rémunérer cet acte. Les patients, où est-ce qu'ils décèdent? Ils décèdent dans les EHPAD. Les médecins traitants, il n'y en a plus beaucoup. Et on est obligé de faire appel à des médecins extérieurs et qui vont faire cet acte gratuitement. Donnons un honoraire en rapport avec cet acte et je crois qu'on réglera une partie du problème. D'ailleurs, quand ils sont signés de nuit ou le week-end, ces certificats de décès sont payés 100 € et là, les praticiens répondent présents. Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans le Nord. Le football, c'est l'exploit de ces 8e de finale de la Coupe de France. Vous l'avez vécu en direct hier soir sur Europe 1. Et c'est fini! L'Olympique de Marseille l'a fait! Incroyable! L'Olympique de Marseille bat le Paris Saint-Germain au stade Vélodrome. Jean-François Pérez commentant la victoire de Marseille sur le PSG, 2-1. Qualification également de Nantes, Lyon, Toulouse, Rodez et Grenoble. Dernier match des 8e ce soir. Lorient reçoit Lens à 21h. Voilà, est-ce que c'est une bonne augure tout ça pour le PSG à 5 jours de la réception du Bayern de Munich? Évidemment que non. La cellule de crise est ouverte ce soir, évidemment, dans Europe 1 Sport dès 20h. Lui, est-ce qu'il peut le faire? Alexis Pinturo va tenter de décrocher une 2e médaille aux mondiaux de ski de Courchevel. Le Français tout juste auréolé du titre de champion du monde du combiné rêve d'un doublé sur le Super G, discipline qui lui a réussi plutôt bien, Cyril de la Morinerie. Oui, Alexis Pinturo va s'élancer en haut de la piste de l'Éclipse ce matin avec un rêve en tête, réaliser le doublé. Le skieur de Courchevel, libéré d'un poids après son succès en combiné, va enchaîner les virages avec beaucoup de confiance, car mardi dernier, Alexis Pinturo avait réussi le meilleur temps du Super G du combiné. Il a également décroché une 3e place sur une épreuve de Coupe du Monde cette saison, dans cette discipline de vitesse qu'il affectionne particulièrement. Le Super G... c'est une discipline où je m'amuse, c'est une discipline où j'arrive à faire des bons résultats depuis le début de la saison, où je me sens plutôt bien sur mes skis. Donc à voir après ce qu'on peut faire, mais voilà, step by step quoi. Le skieur de 31 ans sera face à une très grosse concurrence, autrichienne, norvégienne et surtout suisse, avec le numéro 1 mondial et grandissime favori, le skieur de 25 ans Marco Odermatt. Mais Alexis Pinturo, poussé par son public, espère affoler les chronos et faire résonner la Marseillaise. Eh bien, on l'espère aussi. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Tiens, vous parliez de ski, évidemment. Alors, ça suppose qu'il y a de la neige. Ça, c'est une bonne nouvelle. On parlera de ski, d'ailleurs. On revivra la triple médaille d'or de Jean-Claude Killy au JO de Grenoble en 68, tout à l'heure, dans un petit quart d'heure, avec l'or d'Autriche. Merci beaucoup, Christophe Lama.